Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube consacrée à la lecture des livres de Jean-Pierre Chabrol. Alors, nous sommes toujours dans le recueil de nouvelles intitulé Les Mille et Une Veillées et aujourd'hui je vais vous lire 1917. Elle aurait pu éteindre la lampe à pétrole et allumer des bougies, faute de cierge, se disait-il. La petite flamme d'une seule bougie s'était devenue pour lui, bien cachée, la petite lueur familière, la seule lumière autorisée, sous peine de mort. Ils entraient discrètement deux, par couple généralement, ne sachant comment saluer ni que dire. Les plus hardis commençaient. Nous avons appris... Et ils s'arrêtaient là. Bien sûr qu'ils avaient appris. Ils avaient, comme tout le monde, vu le maire passer dans ses habits du dimanche. Il suffisait de regarder à quelle porte il allait porter le télégramme. Les nouveaux arrivants restaient un instant sur le seuil, puis ils refermaient la porte derrière eux très lentement, très précautionneusement, comme s'ils avaient peur de réveiller quelqu'un au sommeil léger. Un instant, ils se cherchaient une place, mais il n'y en avait plus guère, surtout que, contrairement à l'habitude, la maîtresse de maison ne s'empressait pas pour ajouter des sièges. Les derniers arrivés durent se contenter de se plaquer, les mains dans le dos, contre les vieux murs bosselés, la tête basse, dans l'attitude des condamnés attendant la décharge des 12 fusils. Il y avait beaucoup de monde. La salle, pourtant vaste, semblait toute petite. S'il n'y avait pas tout le village, il y avait au moins un représentant de chaque famille. Cependant, il restait un demi-cercle de vide autour de la cheminée, comme si l'on avait spontanément voulu réserver cette place aux gens de la maison. Le feu lui-même se meurt dans l'âtre. Les gens ne parlent pas. Que dire? Ou alors, à voix très basse, de l'un à l'autre, presque dans l'oreille. Sous ces poutres enfumées, c'était un silence étranger dans cette salle d'habitude tellement bruyante, avec cette famille de costauds tonitruants et de femmes aux voix aigrelettes qui portaient si loin qu'on pouvait les entendre depuis l'autre bord du vallon. Quand, l'été, la fenêtre unique restait ouverte, on connaissait toujours alors leur menu de midi. Lui, quand il a fait son entrée, tout le monde s'est écarté pour lui ouvrir le chemin. Il a traversé la salle entre une haie de gens qui hésitaient à lui sourire. Il est venu s'asseoir sans vergogne tout au bord de la cheminée, le plus près possible des flammes. Le feu de bois, voilà près de 3 ans qu'il en était privé. Alors, pour lui seulement, sans qu'il demande rien, la maîtresse de maison a apporté une grosse souche bien sèche pour lui offrir de belles flammes, ne serait-ce qu'un instant, car le feu rechigne ce soir. Lui se serait bien passé de toutes ces marques de respect. C'est le feu qui l'intéresse, ses flammes et sa chaleur. Sur son passage, si ces gens qui ne l'avaient pas vu depuis 36 mois abrégeaient leur sourire et aussitôt baissaient la tête, c'était surtout par stupéfaction et par gêne. Ils le trouvaient tellement maigre et si pâle. Il avait été lui-même atterré quand il s'était revu, vraiment revu, en arrivant ici, après ces 150 semaines qui comptaient pour des siècles. Il était descendu du train à la ville il y avait 4 jours. Un camion l'avait pris sur une dizaine de kilomètres. Il avait fait le reste à pied. Heureusement, il y avait clair de lune. Son père ne l'avait pas reconnu quand il avait frappé à la porte de son mas familial sur l'autre versant du vallon. Le vieux n'avait retrouvé ni la silhouette ni la voix de son petit. Il avait ouvert en chemise de nuit, son fusil de chasse à la main. Les cordes vocales du jeune homme de 20 ans avaient mué sous l'effet de l'alcool et d'un abus de hurlements. Il a dû se nommer, et même après, il ne s'est pas laissé toucher. Il a écarté surtout sa mère, sa grand-mère et ses petites sœurs. Il a demandé une grande lessive d'eau chaude et il s'est déshabillé devant les hommes de la maison. Il a demandé à son père de sortir avec une fourche, la capote, l'uniforme, la chemise et les bandes moltières grouillant de poux et craquant de crasses accumulées. Quand les hommes, son père, ses oncles et 2 cousins qu'on était allés tirer de leur lit au milieu de la nuit pour l'accueillir,
l'avaient vu sortir de ce boudinage grossier comme un rat d'une charogne. Ils en étaient restés pétrifiés, muets, tous ces rougeaux musclés tannés au grand air. Son père avait murmuré « Comme tu es maigre et pâle, si pâle !»« Père, c'est la couleur des vers de terre, répondit-il de sa voix cassée, sur un ton aigre de méchanceté. Le surlendemain, sa mère, ses sœurs et cousines avaient tant travaillé qu'elles purent lui rendre ses effets militaires sans parasites, sans accrocs et sans taches. Et même repassés. Sa mère s'attendait à ce qu'il s'en revête. Visiblement, elle aurait été fière qu'il se promène en soldat dans le village. Il s'y était refusé. « Maman, il sera bien temps le jour du départ. » Ce seul mot, départ, leur avait fait monter les larmes à toutes ces bonnes femmes. Il avait toujours été plutôt mince et petit pour son âge. Les femmes l'avaient donc trouvé attendrissant. Et maintenant, il était là, assis sur un tabouret bas, au coin du feu ranimé pour lui, les deux mains à plat l'une contre l'autre entre ses genoux, à se les frictionner lentement pour bien absorber la chaleur. Il saisissait quelques-uns des propos échangés dans son dos. Alors, ses doigts se crispaient, ses mains formaient des poings. C'étaient des allusions aux dernières nouvelles du front portées à la connaissance du public par les communautés du grand état-major. Personne, même à voix basse, ne mettait la victoire en doute. Tout au plus se permettait-on de soupirer que ça commençait à être long. Il est vrai qu'on pouvait si facilement se faire arrêter pour défaitisme, mais en vérité, ces gens de l'arrière ne se surveillaient pas. La victoire, les grandes offensives pour l'obtenir, et très vite, c'était vraiment le fond de leur pensée. Ils la souhaitaient tellement, la victoire, et que tout revienne comme avant. Ces rusés, si méfiants, si incrédules dans leur vie quotidienne, pour leurs affaires, devenaient naïfs comme des enfants dès qu'il s'agissait des bobards martiaux. Mais lui, le gamin du village, il était devenu le plus madré, le plus fermé. Il était bien plus vieux que tout cela. Plus de 1000 jours et nuits de tranchées. Il ne s'en sortait pas. Il ne se sentait pas le courage de leur expliquer quoi que ce soit d'abord. À quoi bon? Même s'il le croyait, ça ne servirait à rien, qu'à les troubler, à les rendre un peu plus malheureux. Surtout, ce serait terrible pour les mères, les épouses, les sœurs, les fiancés. Il se sent malheureux et impuissant. Comment ébranler ces monolithes de patriotisme craintif? Il préfère oublier que ses camarades lui ont fait promettre. Quand tu iras en perme, tu leur raconteras. On le regarde comme un héros, sauf peut-être la maîtresse du mas qui a l'air de se demander « Pourquoi c'est mon fils qui a été tué et pas lui ?» Il embarrasse un peu partout le héros. Tous se demandent bien pourquoi il se tait, lui qu'on a connu si bavard, le galopin de la commune. La tramontane vient de se lever, d'une violence tardive, comme si elle voulait se rattraper. Elle secoue les volets, réveille les chiens dans la cour. Le maître de maison, d'un geste machinal, a sorti son couteau de poche et l'affûte sur une pierre noire. C'est un pradel dont la lame a été si souvent aiguisée qu'elle fait la moitié du manche. Elle paraît tout juste bonne à appointer un crayon, mais elle taille comme un rasoir. Ce bris chuinté lui rappelle la fois où ils montaient en ligne. Ils ont traversé un village en ruine, au milieu duquel il y avait une montagne de simples cercueils de planches, même pas rabotés. Des menuisiers en entassaient encore d'autres. C'étaient des réservistes, avec de bonnes trognes de paysans arrachés provisoirement à leur labour. L'un d'eux a blagué les poilus. « Vous voyez les gars, nous travaillons pour vous !» Quelques kilomètres plus loin, à l'entrée du secteur où roulait la canonnade, il y avait des caisses pleines de lames, des couteaux de boucher ébréchés, des poignards rouillés, même des limes aiguisées, même des bouts d'acier tranchants fixés dans des manches de fortune. 2 sergents invitaient les soldats à se servir de ces horribles outils pour débarrasser les tranchées conquises. Oui, ce n'était pas un ordre, mais exceptionnellement une invitation. Achever les blessés ennemis avait été jusqu'ici la spécialité de certains pelotons qui suivaient, à moindre risque, les vagues d'assaut, les nettoyeurs de tranchées.
De ces volontaires, on ne devait plus en trouver. Aucun des copains de sa compagnie n'avait accepté une de ces lames d'égorgeur, et il n'y avait pas eu de sanction. Revenu à son coin de feu, il entendait dans son dos cette phrase murmurée. « Nos piou-piou sont de bons petits gars, les meilleurs soldats du monde. Si on les laissait faire, ils leur boufferaient les tripes aux boches. » Il y avait des silences compacts, très soudains, et quand un fumeur rallumait sa pipe, toutes les têtes se retournaient vivement vers lui un quart de seconde. Il n'avait pas été question de celui qui était la cause de cette veillée funèbre, le fils de la maison. C'était un bon gros garçon, Ernest, avec un visage poupin, très généreux. Ils avaient le même âge, avaient fait leurs 6 ans d'école primaire sur les mêmes bancs. Ils avaient blagué avec les mêmes filles qui se moquaient des taches de rousseur d'Ernest. « Hé, tu as regardé le soleil à travers une passoire ?» Elle l'aimait bien quand même, toute. Pourtant, il était parti à la mobilisation sans jamais avoir fréquenté sérieux. Il était un peu poussif, à se demander comment il avait duré près de 3 ans. Il faut dire qu'il avait été pris dans l'artillerie. Au fait, comment était-il mort? Le télégramme ne le précisait jamais. Tué à l'ennemi, mort pour la patrie. Ou encore, tombé au champ d'honneur. C'étaient les formules habituelles au choix du secrétaire. Il fallait attendre des lettres de ses camarades, parfois d'un officier, pour en savoir plus. Selon la coutume, quand on veille un mort, quand le corps est là, ou dans la chambre à côté, les gens parlent de lui, évoquent des souvenirs, de préférence émouvants ou rigolos. Les fous rires ne sont pas rares. Mais cette nuit, rien. Même pas le verre de vin chaud ou la tasse de tilleul. Rien. Il y a déjà eu 3 veillées de cette sorte au village, et ça s'était toujours passé ainsi. Il faut tellement faire attention aux moindres mots. L'a-t-il fait intentionnellement ou a-t-il été seulement maladroit? Le facteur qui lui a dit « Ben dis donc, 3 ans sans la moindre blessure, t'en as eu de la veine, toi ?» Sous-entendu, serais-tu un lâche? Il faut dire que le fils du facteur a perdu ses 2 jambes. Il devait être minuit passé de peu quand elle est arrivée. Elle voulait se glisser discrètement par la porte, à peine entrebâillée, mais la tramontane l'a ouverte en grand, et la jeune femme s'est trouvée au milieu de l'ouverture en plein vent, tenant sa jupe plaquée contre ses genoux. Il a fallu la force de 2 hommes pour refermer la porte contre la tramontane. C'est la femme du déserteur. Son père lui avait raconté l'affaire la nuit même de son arrivée, alors qu'il sortait à peine de la lessiveuse. Le fils unique du forgeron lui-même, un superbe gaillard de 30 ans, avait été mobilisé dès le début de la guerre en septembre 1914. Les premiers temps, il s'était très bien battu. Il avait même été proposé pour la croix de guerre. À sa première permission, il avait embrassé sa femme et il était parti se cacher dans la montagne. Quand on lui avait demandé pourquoi, il avait répondu « Je suis forgeron, pas boucher ». Du jour de sa disparition, ses parents et toute sa famille ont été mis à l'index par le village. À chaque malheur qui tombait sur une des maisons, les gens levaient le poing vers le sommet de la montagne où on supposait qu'il se cachait. Le pasteur a convaincu sa femme de divorcer. Dans le cas d'un mari déserteur, les formalités étaient vite bâclées. Aujourd'hui, c'était fait. C'est sans doute la raison pour laquelle son ex-femme se sentait autorisée à se présenter dans la maison qui pleure un garçon qui n'a pas déserté, lui. L'accueil est dangereusement hésitant. Elle est menue, livide, en grand deuil. Après la désertion de son époux, son jeune frère, à elle, s'est porté volontaire le jour de ses 18 ans. Geste symbolique sans doute. Il a été tué 7 mois après. Elle semble vouloir s'enfoncer pour disparaître dans le mur, coincée entre des gens qui ne se dérangent guère pour lui faire de la place. En dépit de son divorce, en dépit du sacrifice de son jeune frère, elle n'est pas pardonnée. Il a fallu presque la forcer pour qu'elle consente à présenter la demande de séparation. On dit même qu'en cachette, elle va ravitailler son ex-mari sur la montagne. Quant à son jeune frère, il vivrait sans doute encore sans toute cette histoire.
L'apparition de la jeune femme trouble profondément la veillée, comme si la montagne d'en face sur laquelle il vit toujours, lui, le déserteur, pesait de tout son poids de roc et de méchanceté sur l'échine de ces malheureux que presque rien ne retient de sacrifier là, tout de suite, la femme du forgeron. Elle est si frêle, si apeurée, plaquée contre ce mur séculaire, engloutie dans la pénombre, qu'elle serait aussi facile, aussi naturelle à achever que la bécasse encore frémissante dont le chasseur tord le cou. Il ne se passe rien, mais chacun retient son souffle. Elle ne peut voir que des dos et des nuques. Lui, le père missionnaire, il leur en veut à tous. Il leur en veut de lui gâcher sa soirée. Les jours de permission passent très vite. Il se dit qu'il devrait se marier vite, avant de remonter au front, afin que sa veuve touche une bonne pension. Mais avec quelle fille? Il n'a pas eu avant sa mobilisation... Non, pardon. Il n'a eu avant sa mobilisation que des amourettes. Alors, laquelle? N'importe laquelle. La pension des veuves sera sa dot. Elle trouvera sans peine à se remarier. Au moins que cette boucherie rapporte quelque chose à quelqu'un. Il serre ses genoux sur ses mains, il se penche, se recroqueville. Il doit se forcer, à présent, pour parvenir à profiter un peu de ces minutes de chaleur et de tranquillité. Il voudrait oublier les nuits sous l'incessante pluie glaciale, les pieds dans la gadoue jusqu'aux mollets, le sifflement des obus, le hurlement des mourants tombés entre les lignes et qu'on ne peut aller chercher, la pourriture des morts et l'attente. Le capitaine regarde sa montre. Il faudra bondir au signal, courir sous le feu croisé des mitrailleuses, la pluie des obus, le vacarme des explosions et des hurlements, courir le souffle haletant, les jambes alourdies par la boue, empaquetées dans cette capote, carapace durcie, avec les ballottements des cartouchières, de la musette de grenade, courir dans l'attente de la balle dans le ventre. Je suis ici, à l'abri, au chaud, dans mes vêtements souples de travail, se répète-t-il. Il grogne comme un chien endormi au coin d'un feu. Pour se sortir de cette hantise, il cherche des images fortes, immédiates. La femme du déserteur. Elle a 10 ans de moins que son forgeron, donc le même âge que lui qui n'a pas déserté. Ils se sont pratiquement élevés ensemble. Il a été le confident et le complice de sa passion pour ce marteleur d'enclume dont le torse brillant de sueur dépassait du long tablier de cuir. Il a couvé leurs amours. Il ne peut s'empêcher de se retourner une seconde pour tenter de l'apercevoir. En vain, la pénombre l'a englouti. Ses yeux remontent vers les poutres comme si son regard pouvait percer le plafond et monter jusqu'à la crête où le forgeron se pelotonne dans un creux de rocher contre la tourmente d'une tramontane glaciale sur ses hauteurs, contre les gendarmes qui le recherchent, de plus en plus nombreux. Les pandores locaux ont reçu le renfort d'une brigade venue de la sous-préfecture, et ceux-là ne se gêneront pas pour le tirer à vue. Elle ne touchera jamais la pension des veuves. Un si bel amour. Une haine insoutenable monte et grossit en lui, non contre l'ennemi désigné, ces boches qu'il a tués par la balle et la baïonnette, mais contre les siens, ses parents, ses amis, ses voisins, les gens de son village, qui se chauffent les pieds tous les soirs en buvant du vin chaud et se réunissent pour juger de la combativité de leurs enfants. Un peu d'écume lui monte aux lèvres, comme avant une attaque. Il a soigné, veillé, consolé un blessé allemand qui est mort dans ses bras, le ventre criblé de mitrailles françaises. Il a encore sur lui la photo de l'épouse et des 2 gosses de ce mort. Ce n'est pas un cas isolé. Après le carnage, les combattants ne font pas de différence entre les blessés des 2 camps. Il ne peut pas raconter ça au village, même pas à son père. Il ne le croirait pas. Il passerait pour un traître. La guerre a creusé cette tranchée, minée, infranchissable entre lui et les êtres qu'il aimait le plus au monde. Il voudrait mourir, ici, de maladie, visité par le vieux docteur, par le pasteur. Non, pas le pasteur. Lui qui a osé forcer la forgeronne amoureuse à trahir son déserteur. Mais ce silence, qu'ils disent donc quelque chose, n'importe quoi,
Mais pas ce silence établi sur le dos de cette jeune femme. Rien. On n'entend, entre les coups de boutoir de la tramontane dans les contrevents, que la bruyante respiration de quelques vieux catarreux très satisfaits et le sifflement juteux d'un tuyau de pipe. Les blessés allemands meurent sans médecin et sans pasteur. Parfois, ils meurent entre nos bras. Il mâchonne cette phrase à l'intérieur de sa bouche, juste derrière ses dents. Et ça fait moins de bruit que le tuyau de sa pipe, sauf pour lui, à l'intérieur de sa tête. Il meurt comme nous, exactement comme nous. Tout à coup, une voix terrifiante crie « C'est une erreur, c'est pas lui !» La maîtresse de maison était passée inaperçue jusque-là. Elle s'était affairée, le dos rond, tête basse, à des tâches menues, tenant au minimum son rôle d'hôtesse. Elle vient de se redresser, de leur faire face à tous. Elle hurle. « Il y a bien des erreurs, non ? On prend un cadavre pour un autre. C'est ça, on l'a pris pour un autre, notre petit. On l'a pris pour un mort. Il devrait quand même vérifier avant de faire de ses peines aux familles. » Son mari se lève, la prend dans ses bras. Il a honte d'elle. C'est un colosse moustachu, le patron du mas, le maître de la propriété, des terres et d'une partie de cette montagne de l'autre côté de la rivière. Et il a honte. Peut-être pour la première fois de sa vie. Honte en face de presque tout le village. Il serre dans ses bras sa femme, pas pour la consoler, seulement pour la faire taire. Il lui fait mal, elle gémit, elle étouffe. Il s'en rend compte et il la lâche. Il la regarde tomber à ses pieds, ramassée sur elle-même comme un tas de linge sale. Il se redresse au-dessus de ça, de sa femme. Il bombe le torse, tremblant, dans la direction du haut de la montagne. Il rugit. « Alors, les hommes, qu'est-ce que nous attendons, nous, pour prendre nos fusils de chasse et aller à la battue? Nous, la montagne, nous la connaissons mieux que les gendarmes. Nous pourrons le dénicher, même de nuit. » Ils se lèvent presque tous, les hommes du village. Ils font demi-tour et leurs yeux tombent sur la silhouette falote de la femme du déserteur. Leurs yeux fixent la proie à leur portée. Pas besoin d'aller chercher les fusils, autant commencer ici. Alors, lui, le père missionnaire, il se lève, il se dirige vers la jeune forgeronne. Tous s'écartent respectueusement devant lui, le héros, lui qui en revient, lui qui va y retourner, à lui de porter le premier coup. Ça lui est dû, même les gendarmes n'y trouveront rien à redire. Il arrive lentement devant la jeune femme qui tombe à ses genoux suppliante. Il se baisse, la ramasse, l'embrasse sur le front, lentement, démonstrativement. Il leur fait face, tenant la tête de la femme pressée contre sa poitrine. Il se met à leur parler, sans crier, lui, à voix si basse qu'ils tendent l'oreille, retiennent leur souffle, mais ne perdent pas un mot. Vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas ce que vous dites, et c'est pas d'hier. Si vous aviez eu un peu d'idée depuis quelques années, nous ne serions pas en train de crever. C'est lui qui a raison. Chaque fois qu'il évoque le déserteur, d'un coup de menton vers l'arrière, il désigne à travers les murs la cime de la montagne. Lui n'a pas agi sans savoir. Il est monté là-haut, au front, il a versé le sang, le sien et celui des autres. Puis il en a eu assez, assez de cette boucherie. Vous vous êtes tous demandé pourquoi il faisait ça, pourquoi il désertait. Personne ne pouvait comprendre ça d'un type si brave, si bon, que tout le monde aimait ici. Moi, je peux le comprendre. Maintenant, oui, je peux. Tu vas pas faire ça, gémit son père. Non, père, rassure-toi, je ne suis pas assez courageux pour déserter. Je suis trop lâche pour te faire honte, papa, trop lâche pour ne pas faire comme tous les autres, courir, tuer, avec derrière moi des gendarmes qui pointent leurs mitrailleuses sur notre dos pour nous ôter l'envie de faire demi-tour. Allez, viens, petite, foutons le camp. Avant de sortir avec la forgeronne, toujours dans ses bras, il leur lance encore. Mais vous ne comprendrez donc pas que si tout le monde faisait comme lui, la guerre s'arrêterait tout de suite. Si tous les gars avaient eu ce courage, elle n'aurait même pas commencé. Votre fils serait encore vivant, madame, et il courrait les filles avec moi pour vous donner des petits-enfants.
Une fois dehors, la forgeronne lui demande dans un souffle: Tu sais ce que tu as fait? Oui, je sais, il y avait trop longtemps que je la fermais. Ce n'est pas bon pour mon homme ce que tu as fait. Ils vont dire que son exemple est de plus en plus contagieux. Ils vont envoyer de plus en plus de gendarmes. Ils finiront par l'abattre comme un sanglier. C'est peut-être ton propre père qui va le tirer. Je ne te dis pas merci, fait-elle en se dégageant. Ils marchent à présent côte à côte dans la ruelle déserte. Il la raccompagne. Mais en passant devant chez lui, il lui demande de l'attendre un instant. Il a quelque chose à prendre. Quand il est ressorti, elle l'attendait quand même, frissonnant dans le courant d'air glacial. Il lui a tendu un petit paquet enveloppé dans un chiffon graisseux. Prends ça. C'est un Luger, un très bon revolver allemand que j'ai ramassé sur un de leurs morts. Porte-le lui et dis-lui de ma part de se défendre, de ne pas hésiter à tirer sur les gendarmes. Elle fait un pas en arrière pour ne pas prendre l'arme. Non, non, mais tu n'as donc rien compris. S'il est parti, c'est pour ne plus tuer personne. Et elle s'est mise à courir en tenant ses jupes, et lui la regardait stupidement disparaître au bout de la ruelle. Son père est rentré à la maison peu après lui. Il l'a trouvé en uniforme, en train de faire son baluchon. « Mais tu as encore 10 jours de permission. J'en veux pas. » « Dis, tu vas pas rejoindre l'autre? » ?»« Non, rassure-toi, père. C'est que je ne peux plus vivre ici, même 10 jours de plus. Je ne vous supporte plus. Je vais rejoindre les miens, ceux qui vivent dans la vérité de la guerre et qui en meurent. Quant à vous, s'il vous reste un bout de pain, portez-le aux déserteurs. » À partir de là, l'opinion des villageois s'est un peu modifiée. Quand de nouveaux permissionnaires arrivaient et qu'on leur parlait du déserteur, ils répondaient tous « C'est lui qui a raison ». Le plus surprenant, c'était de la part de grands blessés, mutilés des bras, des jambes, des yeux, gueules cassées, gazés. Tous disaient « Le forgeron a raison ». Ils ne voulaient pas dire « le déserteur », car pour eux, il n'avait pas déserté. Ils en parlaient comme si le forgeron tenait un poste d'avant-garde. Ils collectaient pour lui des vivres et des vêtements chauds. Bientôt, les gendarmes regagnèrent leur garnison citadine, quand leurs officiers se rendirent compte que le village protégeait son déserteur. Quelques mois après l'armistice, le forgeron put faire quelques incursions au village sans grand risque. C'est dans les années 20, je n'ai pas la date précise en tête, que les déserteurs furent amnistiés. Le samedi suivant, la parution du décret au journal officiel, le forgeron et la forgeronne se remarièrent. Tout le village se pressa à leur fête. C'est un nouveau pasteur qui bénit leur union, un jeune qui n'avait pas de barbe, mais, disait-on, qui avait des idées avancées. Quant à lui, il ne revint jamais en permission. Sa chance insolente dura toute la guerre, qu'il fit presque toujours en première ligne. Il ne fut tué que le 10 novembre 1918, le dernier jour des hostilités. Ce n'est pas un conte que j'arrange à ma façon. C'est une histoire bien réelle qui s'est passée à 2 pas d'ici, dans un village voisin. Il y eut en ses veines plusieurs déserteurs de cette sorte. Demandez donc à l'ami Chanson.